Bonjour à tous, alors on va attaquer un gros morceau, là c'est le sanitaire en apiculture, donc les maladies de l'abeille en gros, comment ça se passe, comment ça se déroule, comment détecter les maladies de l'abeille, tous les parasites, les intoxications, etc. qu'on peut avoir sur une colonie d'abeilles. Donc je vous ai séparé ça en 3 vidéos différentes parce que c'était vraiment trop compliqué. J'ai chapitré pour que vous puissiez aller spécifiquement sur une maladie que vous voulez connaître, si vous avez un doute sur une ruche, un rucher, bah, vous allez voir spécifiquement ce chapitre-là et ça vous en dira un peu plus sur spécifiquement cette maladie, ces symptômes-là. Voilà, je vais essayer de faire compact, je vais essayer de faire rapide pour que vous ayez le temps de tout voir, sachant que c'est un peu compliqué et qu'il faudrait vraiment creuser chaque chapitre si on voulait être bien, mais c'est pour plutôt vous donner un panel de ce que vous pouvez trouver dans la ruche et vous aider à détecter les maladies qui peuvent potentiellement être problématiques. Voilà, donc je vais essayer d'être exhaustif, mais bien sûr je vais pas l'être, c'est un peu trop compliqué, mais rien ne vous empêchera d'aller creuser après si vous le souhaitez. Il y a des ressources qui existent, notamment la FNOSAD, enfin il y a plein d'autres bonnes ressources. Voilà, alors j'ai séparé ça en 3 chapitres, 3 grands chapitres, les maladies et les parasites. Je vais parler des acarioses, du couvain, des parasites et des intoxications. Ça va plutôt être aujourd'hui. Et puis sur les prochaines vidéos, on fera un zoom sur Varroa avec son histoire, son fonctionnement et les traitements potentiels qui existent. Et puis je vous ferai une petite vidéo pas très longue sur la gestion sanitaire en France, les structures, comment ça fonctionne grosso modo, et le droit vétérinaire. Voilà. Donc là je suis parti sur les maladies et les parasites aujourd'hui, et je commence avec les acarioses. Les acarioses, en fait, c'est tous les acariens qui peuvent embêter l'abeille, d'accord? Donc celui que vous connaissez déjà sûrement, ou pas pour certains, mais celui qui est très connu, c'est celui qui est tout à droite, c'est Varroa destructor, qui est un petit acarien qui pose beaucoup de problèmes aux apiculteurs, hein. C'est pour ça qu'il y a un chapitre spécifique sur la prochaine vidéo, vraiment que sur Varroa. Mais je vais vous faire le tour un peu des autres qui existent parce que c'est pas le seul. Le premier à gauche que vous avez, c'est Acarapis woodii. Donc il a été découvert en 1904 sur l'île de Wight, donc une île en dessous de l'Angleterre. Et puis jusqu'en 1940, il a conquis l'Angleterre, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il s'est installé complètement en Angleterre. Et puis il a vraiment dévasté les populations d'abeilles, d'accord? Son fonctionnement, c'est un tout petit acarien, et donc il va rentrer dans les voies respiratoires de l'abeille, et il va commencer à se reproduire là-dedans, et donc de l'intérieur, il va complètement parasiter les abeilles, quoi, hein. Donc c'est les symptômes, c'est ce qu'on appelle les abeilles avec les ailes en K, c'est-à-dire qu'elles ont les ailes qui sont asymétriques. Ça va être des abeilles qui titubent, qui se comportent mal dans la ruche, etc. Et ça peut être Acarapis woodii. Pour les traitements qui ont existé, ça a été du thymol et de l'acide formique, donc des choses volatiles qui vont être respirées par les abeilles et qui vont pouvoir tuer Acarapis woodii, d'accord? Bon, aujourd'hui on n'est pas trop embêté avec celui-là, donc j'en parle parce que historiquement il est assez intéressant, parce que la destruction de l'abeille mellifère en Angleterre par Acarapis woodii, ça a été le début des recherches de frère Adam pour créer l'abeille Buckfast, hein. Il s'est retrouvé en Angleterre, donc avec une population d'abeilles complètement déclinante, et c'est comme ça qu'il a commencé à essayer de faire des recherches génétiques en croisant des différentes souches d'abeilles pour créer finalement une abeille Buckfast qu'on connaît un peu, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui même. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire, mais on s'en soucie pas trop de celui-ci parce que il est plus vraiment présent chez nous. Voilà. Le deuxième que vous avez au milieu de l'écran, c'est Tropilaelaps. Alors ça, c'est un acarien qui ressemble beaucoup à Varroa. On le connaît beaucoup moins chez nous parce que il est présent en Asie du Sud-Est et en Océanie, mais pas en Europe. Donc on n'a pas, comme on galère pas dessus, bah forcément on le connaît moins. C'est bien de savoir qu'il existe parce qu'un jour ou l'autre on peut l'avoir sur notre territoire. On sait qu'il existe depuis 1961. Et il fonctionne un peu comme le varroa, c'est-à-dire qu'il va s'accrocher aux abeilles, il va prélever soit de l'hémolymphe, soit de la graisse, mais il prélève, et mécaniquement il va gêner les abeilles, exactement comme le varroa. Voilà, bon, aujourd'hui on s'en soucie pas trop non plus parce qu'il n'est pas en Europe, mais on sait qu'on se récolte des parasites régulièrement, donc c'est bien possible qu'un jour, à force d'importer des reines de partout, on se retrouve avec celui-ci, pourquoi pas. Et je reviens donc à mon Varroa destructor tout à droite. On sait qu'il existe depuis 1950, il nous vient d'Asie du Sud-Est, il est sur Apis cerana. Je développe pas trop parce que je vais développer plus tard, mais en gros c'est le
problème majeur des apiculteurs aujourd'hui, en termes de parasites en tout cas. Voilà, et on sait, il est arrivé depuis 82 chez nous, et depuis on est constamment obligé de traiter les colonies. Bon, bien qu'il y ait des pistes qui existent aujourd'hui, mais bon, en gros ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même le principal problème au niveau sanitaire pour les apiculteurs. Voilà pour les acarioses. Maintenant je vais passer aux maladies qu'on peut détecter sur le couvain, et un petit peu je vais un petit peu parler des virus aussi, mais très rapidement parce que c'est un peu plus complexe. Mais je vais surtout parler des maladies du couvain. Alors c'est le chapitre le plus intéressant je pense pour un apiculteur débutant, parce que savoir détecter ces maladies c'est très très important pour la santé de vos abeilles, et potentiellement pour éviter de les filer à vos voisins, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Alors je vais commencer par vous donner des symptômes. Bon, les symptômes d'une colonie qui va pas bien, ça va être une faiblesse, quoi. Il y a moins de population que sur les autres colonies, il y a moins de couvains, il y a moins... Voilà, la ruche est faible. Mais il y a un deuxième indice que vous allez pouvoir voir en regardant vos cadres et qui est très 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 important. Vous avez sans doute entendu parler déjà du couvain mosaïque. Alors voilà, je vous ai mis à l'écran un couvain compact à gauche et un couvain mosaïque à droite. Vous voyez la différence. À gauche, votre couvain il est compact, hein. La reine elle commence sa ponte au milieu, elle tourne, les différents stades de couvain qui se développent bien groupés. C'est une bonne organisation, une ponte régulière de la reine, et donc il y a présence de ressources souvent au-dessus du couvain, hein, le pollen pour les protéines, le nectar pour les glucides, et puis on a des cellules qui sont légèrement bombées, c'est important de retenir ça pour la suite, et voilà, ce couvain il est beau, quoi. On appelle ça un beau couvain, un couvain bien organisé. Et puis à droite, je vous ai mis un couvain mosaïque, donc là en fait la ponte elle est très désorganisée. Vous voyez que les différents stades de couvain sont complètement mélangés, on a des cellules vides, on a des cellules... avec différents stades de larvaires, voilà, tout ça est très mélangé, il n'y a pas trop d'abeilles là-dessus, c'est bordélique, hein, tout simplement. La ponte de la reine elle est aléatoire, ça peut être ça, c'est-à-dire que la reine elle pond un coup à droite, un coup à gauche, elle ne sait pas trop où elle va, elle s'organise pas très bien. Ça peut aussi être dû à autre chose, c'est que les abeilles, quand les larves ne vont pas bien, elles vont les dégager, ce qui fait que ça laisse une place vide, de manière complètement aléatoire, et donc la reine répond là où c'est vide. Donc vous pouvez retrouver avec un couvain mosaïque aussi parce que vos abeilles nettoient les problèmes, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc dans tous les cas, un couvain mosaïque c'est pas bon. Voilà, donc ça peut être le premier symptôme, un couvain mosaïque, d'une mauvaise reine, ou d'une reine trop âgée, ou d'une maladie. Et ça, si vous découvrez ça dans vos ruches, de toute façon il va falloir s'en inquiéter, parce que quel que soit le problème, il y en a un, et si vous ne le gérez pas, c'est fini pour votre colonie au bout de quelques mois, hein, voire quelques semaines. Voilà pour les symptômes. Je passe aux maladies plus spécifiques, d'accord? Alors, la première que je vous ai mis, elle n'est pas très grave, c'est l'ascosphéros. Alors, personne dit ascosphéros, hein, on dit mycose. Voilà, c'est la mycose, qu'on appelle aussi couvain plâtré. Alors, couvain plâtré, c'est assez, explicite, hein. C'est un couvain qui est vraiment qui est sec et qui vous fait comme du plâtre, comme des petites cellules qui seraient en plâtre, des petites nymphes qui seraient en plâtre. Alors c'est arrivé en 1930 en Europe, du moins on l'a découvert à cette époque-là, et c'est un champignon qui va se développer sur les larves, d'accord? Il faut savoir que ce champignon, il se balade sous forme de spores, il y en a dans toutes les ruches, et ces spores ils ont 15 ans de durée de vie, donc de toute façon on a du mal à s'en débarrasser. Donc il va falloir créer les conditions pour qu'ils ne se développent pas, hein, tout simplement. Alors, je vous donne déjà les symptômes pour pouvoir essayer de détecter. Bon, vous avez la photo qui est assez explicite, mais dans les symptômes, vous allez avoir donc des cellules de couvain sèches qui sont blanches, parfois noires, c'est plus rare, mais ça peut arriver, ça dépend de comment le champignon se développe. Le couvain est mosaïque, évidemment, puisque les larves mortes sont nettoyées, et donc la reine répond aléatoirement dans ces cellules vides. Les momies dans les cellules, on appelle ça les momies, hein, les cellules momifiées, enfin le couvain momifié. Si vous secouez le cadre, ça fait clac 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 comme une maracasse, c'est qu'à l'intérieur de vos cellules operculées, vous avez de la mycose. Alors quand on arrive à ce stade-là, c'est pas bon, c'est qu'il y en a vraiment partout, et c'est pas forcément très bon signe, c'est peut-être trop tard. Bref, et surtout, on voit des larves momifiées sur la planche d'envol, hein. Même sans ouvrir la ruche, si vous avez des larves momifiées, des larves sèches, c'est une mycose. Parce que vous pouvez aussi avoir des larves non sèches, des larves vivantes, qui sont rejetées par les abeilles, ce qui peut vouloir dire plusieurs choses, hein, soit une famine,
donc elles se débarrassent du couvain, soit qu'il y a du varroa sur ces larves-là, faut observer, ça c'est encore un autre problème. Mais si elles sont sèches et plâtrées, c'est qu'on est en cas de mycose. Elles évacuent tout simplement les larves mycosées. Donc ça c'est les symptômes qui vous feront détecter de la mycose. Vous pouvez pas trop vous tromper, une mycose c'est quand même assez spécifique. Alors le traitement, il n'y en a aucun efficace connu, hein. Les traitements sur la mycose, on ne sait pas trop. Il y a un espoir sur la lutte biologique parce qu'ils sont en train d'essayer de développer des champignons concurrentiels qui sont eux bénéfiques plutôt pour l'abeille, qui iraient concurrencer la mycose. Donc l'idée c'est d'intégrer ces champignons-là aux ruches, bon, à voir, mais en tout cas aujourd'hui ça n'existe pas et aujourd'hui c'est pas viable. Il y a eu des tests sur des huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de sarriette et toutes les autres huiles essentielles riches en citral, sauf que j'ai pas trouvé de source vraiment scientifique là-dessus, donc en fait il y a des tests, mais je sais pas vraiment ce que ça donne en réalité. Voilà. Donc on va forcément, comme vous allez voir sur beaucoup de maladies de l'abeille, on va s'appuyer surtout sur la prévention et pas forcément sur un traitement. Là, dans la prévention, on va limiter l'humidité, d'accord? Donc ça va être le lieu du rucher. Est-ce que mon rucher il n'est pas trop humide? Est-ce qu'il est au pied d'une rivière, dans un bosquet? Ça, c'est généralement trop humide. Est-ce que ma ruche est en contact avec le sol? Auquel cas, je la remonte pour qu'elle soit pas trop humide en bas. Si elle est remontée, je la remonte encore plus. Peut-être au lieu d'un aglo, j'en mets deux. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. L'exposition, si elle est plein nord toute l'année, ma ruche, est-ce que c'est une bonne chose? Avec une haie au sud qui lui bloque le soleil. Voilà. On va essayer de nourrir de manière cohérente parce que quand vous apportez du sirop de stimulation par exemple, vous apportez beaucoup d'humidité dans la ruche parce qu'un sirop de stimulation il est très liquide. Et cette humidité là, elle peut aussi développer des mycoses. Donc sur une grosse colonie bien costaud ça va, mais une colonie faible avec un sirop de stimulation, ça va pas être magique, hein, ça va plutôt créer des problèmes que des solutions. Et puis les carences en pollen qui sont jamais bonnes et qui font que les maladies en général se développent. Ça, de toute façon, je vous le mettrai quasiment à toutes les maladies puisque les carences en pollen sont un gros problème aujourd'hui de l'abeille. Voilà. Alors, je vous ai mis les prophylaxies de base, hein. Renouvelez vos cadres régulièrement, adaptez le volume. Si elle a trop froid, la colonie, c'est pas bon. Donc on met pas les ostrotos, on resserre à l'automne, on donne de la place au printemps, voilà. Et puis les pratiques apicoles, hein, si vous avez de la mycose dans une ruche, bah, les cadres ils vont pas voyager de l'une à l'autre. Déjà moi je déconseille le voyage des cadres, hein, c'est vraiment sanitairement c'est pas forcément très bon. Bon, à moins que vous ayez confiance dans vos colonies à fond, et ça c'est possible aussi. Et puis le travail de la génétique, je sais qu'il y a des génétiques qui sont plus potentiellement mycoses que d'autres, et ben je vais sélectionner mes abeilles qui font pas de mycose, tout simplement. Voilà pour les mycoses. Alors on va passer à quelque chose d'un peu plus grave avec la loque américaine. La loque américaine c'est la maladie à retenir. Si vous l'avez chez vous, on en appelle un vétérinaire direct. Hein. C'est très contagieux et ça va vous descendre vos colonies vraiment très rapidement. Et s'il y en a une qui l'a dans votre rucher, c'est tout le rucher qui va l'avoir au bout de quelques temps. Et potentiellement tous vos voisins vont récolter de la loque, d'accord? Donc c'est une maladie à déclaration obligatoire. Alors ça a un peu changé avec le droit européen, droit sanitaire européen récemment, mais moi je vous conseille quand même de continuer à appeler les vétos ou les DSA si vous avez un souci de loque, parce que ça permet de prévenir les voisins et que eux puissent faire le nécessaire si jamais ils n'ont pas vérifié s'ils l'avaient ou pas, quoi. Hein. Voilà. Donc cette loque c'est quoi? C'est une maladie du couvain, c'est la maladie la plus grave du couvain. C'est une bactérie qui s'appelle Penibacillus larvae. Bon, vous ne retiendrez pas forcément ça, retenez loque américaine. Bon, au niveau des symptômes, c'est des cellules de couvain. Je vous ai dit que c'était bombé, une belle cellule de couvain, qui sont affaissées. Là elles vont être affaissées, elles vont être trouées, le couvain est évidemment mosaïque la plupart du temps. Quand on va voir les larves, elles sont brunes, elles sont gluantes. Les cadavres ils adhèrent aux côtés, enfin aux côtés de la cellule, c'est voilà. Ça sent généralement pas très bon, le couvain est mosaïque évidemment, et vous avez quelque chose pour pas confondre cette maladie avec une autre, c'est le test de l'allumette. Ce que vous voyez en photo à l'écran là, c'est une branche qui a été patouillée une cellule operculée de couvain, donc on va comme ça touiller avec le bout de bois, l'allumette, enfin ce qu'on veut. On tire dessus, et si vous avez un filin qui se forme de 2-3 cm comme vous avez là à l'écran, c'est que c'est de la loque, d'accord? Si ça file pas, voilà, si la bouillie reste dans la cellule et que le bout de bois ne tire pas dessus, ça va, c'est autre chose. Alors, on verra plus tard ce que ça peut être, mais si vous avez ce filin,
C'est on appelle, on prévient les voisins directs et on passe au traitement, voire à l'élimination de la colonie. Ce traitement, il y a eu des antibiotiques sur la loque. Franchement, les antibiotiques, ça fonctionne très mal. On sait aujourd'hui que ça traitait les symptômes et pas la loque. Donc, de toute façon, c'est plus utilisé et c'est interdit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'antibiotiques autorisés en apiculture. Donc, on ne se soucie pas de ça. Et il n'y a aucun traitement contre la loque. Donc, ça va être soit la destruction de la colonie, soit un double transvasement. Si vous faites un double transvasement, c'est tout simple. C'est vous gardez les abeilles, la reine, vous mettez dans une ruche neuve, tout le reste, vous brûlez. Vous allez désinfecter votre ruche, vous allez brûler vos cadres, et il reste que les abeilles. Vous allez les nourrir, évidemment, sinon elles vont mourir de faim, et puis elles repartent que sur du neuf. Évidemment, à surveiller. Cette colonie qui a eu la loque, elle peut la redéclarer, auquel cas il faut la détruire. Mais vous pouvez tenter ce double transvasement pour éviter les soucis. Si elle repart, elle peut repartir bien. Il faudra penser quand même à changer la reine, parce qu'une reine qui a développé une loque, ça peut arriver qu'elle refasse une loque. Donc voilà, il faut être au taquet. Si c'est vraiment trop avancé, que vous avez beaucoup de cadres de couvain atteints par la loque, on brûle tout. On ne réfléchit pas, c'est une mèche de soufre et on brûle tout. C'est un peu barbare, mais ça vous permet de sauver les autres colonies qui, eux, risquent de toute façon de mourir avec celle-là. Voilà. Si vous laissez courir la loque, de toute façon, votre colonie est morte. Et ce que vous allez gagner, c'est que vous aurez non seulement celle-là, mais en plus les autres et celles de vos voisins qui vont la prendre. Donc vous avez tout à perdre, à ne pas déclarer cette maladie. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, les pouvoirs vétérinaires mettent en place des indemnités. Donc même si vous n'avez pas déclaré vos ruches, même si vous n'êtes pas dans les clous au niveau de la loi, vous aurez quand même l'indemnité. Je ne sais plus combien ça s'élève, mais en gros, vous êtes indemnisé si on détruit vos colonies. Donc c'est tout bénef, il faut vraiment pas hésiter à la déclarer. Voilà. Alors je vais parler de la prévention, évidemment, puisqu'on a à peu près que ça à faire sur ce type de maladie. Nourrissement cohérent, les carences en protéines, encore une fois, c'est un gros souci, les carences en pollen. Donc si je mets beaucoup de sirop de stimulation en début d'année pour stimuler mes colonies, mais qu'il n'y a pas de pollen, je crée un déséquilibre. Donc attention au nourrissement, hein, ça c'est vraiment important. S'il n'y a pas de protéines, je ne donne pas de glucides. Hein. S'il n'y a pas de protéines dans la ruche, ça ne sert à rien de donner du sirop, c'est pas magique. Le sirop, c'est vraiment en cas de famine, et on évite de stimuler tous les quarts d'heure parce que ça peut créer ce genre de maladie. Le renouvellement des cadres toujours, des cadres sales, des vieux cadres, ça peut être problématique. Les pratiques apicoles, c'est-à-dire que je vais vite de distribuer mes cadres partout, surtout s'ils sont malades. Et puis on sait aussi que le stress chez les abeilles peut aussi être vecteur de loque. Donc ça veut dire que si je les ouvre toutes les 2 minutes, si je les déplace trop souvent, si je laisse pas un peu tranquille, ça peut créer ce genre de soucis. S'il y a une famine, etc. Voilà. S'il y a un stress dans la colonie, ça peut être vecteur de loque. Voilà pour la loque américaine. La loque américaine, c'est à peu près le truc le plus grave que vous pourrez trouver chez vous. Donc si vous le voyez, faites appel à des gens compétents et ils vous aideront, il y aura des gens avec vous. Mais soyez un peu au taquet de ça. N'hésitez pas si vous avez un doute, vous faites le test de l'allumette. Moi je le fais souvent, régulièrement. Toutes les visites de printemps, si j'ai un couvain un peu mosaïque, je perce quelques cellules pour vérifier, et n'hésitez pas, c'est pas pour 3 larves qu'on aura découvertes que la colonie va pas s'en porter plus mal, surtout si on découvre qu'elle a une loque, c'est quand même plus important d'être au courant de ça, quoi. D'accord? Voilà pour la loque. La loque européenne, c'est un peu moins grave, mais vous l'aurez peut-être dans vos ruches. Il faut savoir dissocier la loque européenne, la loque américaine, etc. C'est quand même plus intéressant. Alors, c'est aussi une maladie bactérienne du couvain. D'accord, c'est aussi une maladie quand même assez grave, faut pas qu'elle se développe. C'est moins grave que la loque américaine, mais quand même il faut s'en soucier. La bactérie en question, c'est Mylesococcus plutonus. Donc c'est une bactérie qui se développe dans les larves du couvain aussi. Alors, la différence au niveau des symptômes, c'est que ça va toucher essentiellement le couvain ouvert. D'accord? Pas que forcément, mais c'est quand même plutôt une maladie du couvain ouvert. Donc vous n'allez pas avoir forcément besoin de craquer vos cellules, et en faisant le test de l'allumette, vous verrez si ça file ou pas. C'est ce qui va différencier la loque européenne de la loque américaine. Si ça file pas, c'est de la loque européenne. Si ça file, c'est plutôt de la loque américaine. Alors les larves, elles vont être un peu liquéfiées, blanchâtres, jaunâtres, hein, c'est pas joli. Elles sont mortes, quand elles sont sèches, elles sont en écailles au fond de la cellule. Hein. Là vous en voyez des touchés à l'écran. Vraiment, c'est pas joli, c'est pas un beau couvain. Évidemment, il y a du couvain mosaïque. Hein, ça, c'est dès qu'il y a un problème, il y a du couvain mosaïque. Donc là, vous êtes sûr d'en avoir. Et puis, il y a une odeur forte, acide,
presque vinaigré quoi, qui va se dégager de la ruche si la loque est bien développée. D'accord? Donc ça vous fait quand même une série de symptômes assez spécifiques et vous pourrez détecter si c'est de la loque européenne. Au niveau des traitements, si vous avez vraiment pas beaucoup de cellules de toucher, vous avez 3-4 cellules de toucher sur tout votre couvain, sur toute la colonie. À ce moment-là, il y a une guérison spontanée qui va être possible, d'accord? Ça marche pas à tous les coups, il faut surveiller, beaucoup surveiller. De toute façon, dès que vous avez un souci sanitaire sur une ruche, vous le notez sur le toit et c'est à surveiller minimum toutes les semaines. Hein. Faut pas que ça se développe, quoi. Donc, la guérison spontanée peut être possible. Ça veut dire que vous retirez le cadre incriminé, vous l'éliminez, vous le brûlez, et vous laissez les abeilles sur les autres cadres, vous mettez du propre, enfin voilà. Et ça peut jouer, d'accord? Si vraiment c'est trop infecté, si vous en avez beaucoup, vous faites la même chose, le transvasement qu'on a fait pour la loque américaine. Vous gardez juste la reine et les abeilles, vous secouez les cadres, vous brûlez les cadres, vous nourrissez dans une nouvelle ruche toute neuve, et elle repart sur du propre. Pareil, on surveille, d'accord? C'est une colonie qui va être à surveiller. Plus tard, on changera la reine, parce que si elle a développé ça, c'est qu'il y a un souci. Détruire les cadres touchés, évidemment. Alors destruction de la colonie, ça arrive qu'on le fasse, mais si vous êtes un peu attentif, vous n'aurez pas besoin d'aller jusque là parce que la maladie n'aura pas le temps de se développer autant, d'accord? Alors on va jouer comme d'habitude sur la prévention puisqu'il n'y a pas de traitement existant. On va faire très attention aux carences en protéines. Les carences en protéines, c'est une cause importante de développement des loques. Donc s'il n'y a pas de pollen dans l'environnement, ça peut être un souci. On va éviter de stimuler les colonies, de leur donner du sirop quand il n'y a pas de pollen dans les ruches, parce que c'est créer un déséquilibre, d'accord? Une reine, elle peut très bien commencer à pondre beaucoup, juste avec un sirop de stimulation pour la faire pondre. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de pollen, le couvain va être mal nourri. Et si c'est mal nourri, ça peut être des développements de loques, d'accord? Ou même d'autres maladies, mais en tout cas, c'est jamais bon. Donc on est attentif. On nourrit intelligemment, s'il n'y a pas de pollen, on évite de nourrir. Ou alors on nourrit au candy ou au fondant, quelque chose de massif, juste pour la survie. Mais on va éviter de trop jouer avec le sirop, ou on va le faire intelligemment en tout cas. J'ai mis attention aux toxiques environnementaux parce qu'il arrive parfois qu'on ait un rucher qui soit touché avec une loque et que ce soit un larvicide qui soit en cause, d'accord? Un insecticide ou un larvicide qui est par exemple sur du colza ou sur du tournesol, etc. Alors dans ce cas-là, on déplace les colonies et puis elles peuvent revenir d'elles-mêmes, hein. Ça arrive, d'accord? On déplace tout le rucher et puis une semaine ou deux plus tard, on repasse et puis il n'y a plus le problème, hein, d'accord? Tout simplement parce qu'on a éloigné les ruches du toxique qui posait problème. Ça peut arriver aussi, donc ne pas hésiter à déplacer le rucher si vous avez un rucher qui est touché. Alors déplacer mais surveiller, hein, parce que c'est peut-être pas ça le problème, hein, d'accord? C'est pas obligatoirement ça. J'ai mis attention au couvain abandonné. Si vous faites un essaim et que vous mettez pas assez de population d'abeilles, le couvain va se rafraîchir et ça peut se développer également de cette manière-là, d'avoir du couvain abandonné qui va partir un peu comme ça en loque et c'est pas bon non plus. Donc quand on fait un essaim, on charge en abeilles, on essaye vraiment de faire les choses bien. Il faut que le couvain puisse être couvert d'abeilles la nuit, hein, ça c'est important. C'est ce qui va gérer la chaleur et c'est super important. Voilà, je vous ai précisé que bon, il y a vraiment toutes les pratiques apicoles, hein, ne pas échanger les cadres, etc. etc. Et puis il y a un kit de détection qui est possible. Après, honnêtement, visuellement, on arrive à savoir à peu près, donc il faut pas trop s'inquiéter. Et voilà, mais on peut détecter avec ce petit kit, donc on met des larves dans un liquide et puis il y a un espèce de buvard, c'est une espèce de PCR, et puis vous pouvez savoir si vous avez de la loque européenne ou pas, sachant que de toute façon vous le saurez en observant. Voilà pour la loque européenne. Je passe maintenant aux nosémoses. Alors, les nosémoses, ce n'est plus bactérien, c'est autre chose, c'est un protozoaire, d'accord? Donc c'est un organisme qui se développe dans le système digestif de l'abeille. Il y en a deux types. Il y a le Nosema apis, qu'on a découvert en 1907 et qu'on connaît très bien et qui est facilement identifiable. Et puis Nosema ceranae, qu'on connaît que depuis 1996 et qui, elle, est un peu plus compliquée à détecter. Et donc ça pose des problèmes aux apiculteurs. Alors pourquoi Nosema apis est plus facile à détecter? Si vous voyez la photo d'entrée de ruche, vous allez voir qu'il y a de la diarrhée d'abeilles, hein, tout simplement, c'est de la chure d'abeilles partout. Si vous avez ce type de symptômes, c'est Nosema apis. Et là vous ne pouvez pas rater, il n'y a que ça qui fait ça, donc en gros ça leur donne la diarrhée, donc c'est très facilement identifiable. Nosema ceranae, c'est le même
un protozoaire proche, un organisme qui va se développer dans l'intestin, mais le problème c'est que on a très peu de symptômes, on a des abeilles qui tremblent, des choses comme ça, mais c'est pas des symptômes aussi visuels que la diarrhée, quoi. Donc celui-là, je vais moins en parler parce que de toute façon, vous avez assez peu de chances de le reconnaître. Et donc du coup, je vais plutôt m'attacher à ce que vous pouvez déduire, vous, en tant qu'apiculteur, en ouvrant votre colonie. Alors les symptômes, ça va être des mortalités devant la ruche, ça pour les deux nosémoses, hein. Des abeilles incapables de voler, qui n'arrivent pas à bien bouger. Les traces de diarrhée, c'est pour Nosema apis essentiellement. L'abdomen gonflé, ça va avec, hein. C'est vraiment le système digestif qui fonctionne pas. Voilà. Après, quand on ouvre un abdomen d'abeille, l'intestin qui devrait être transparent, il est laiteux, blanc, rouge, voire même brun. Il n'a pas la bonne couleur, quoi. Bon, voilà comment reconnaître un petit peu ça, sachant que la diarrhée c'est le symptôme principal que vous pouvez avoir effectivement à l'entrée de la ruche, mais aussi sur les cadres, etc. Voilà. Alors en traitement, j'ai pas de traitement miracle. Il faut éviter quand même... Enfin, il faut éviter certains sirops, oui. Je vais vous dire de nourrir la colonie, mais avec un sirop spécifique. En fait, vous pouvez nourrir la colonie en mettant de l'acide acétique, ce qui aidera sans doute l'abeille à rétablir son biotope intestinal, on va dire. En fait, c'est un sirop dans lequel on peut mettre 50 g de vinaigre de cidre, 2 ml d'acide acétique pour 1 litre. Et une fois par semaine, on va donner ce sirop d'1 litre pour qu'elle le consomme et pour que ça lui fasse une espèce de diète à l'acide acétique, et ça peut régler le problème. C'est pas sûr que ça le règle, mais ça peut régler le problème. Alors il y a eu des tests aussi sur l'huile essentielle d'eucalyptus. Après ça c'est pareil, j'ai pas de source scientifique fiable, donc je peux pas vous certifier que ça fonctionne. Mais il y a des apiculteurs qui utilisent ça en tout cas. Et puis bah, si vraiment c'est trop présent, que les abeilles sont trop malades, c'est destruction et désinfection du matériel évidemment. Voilà, donc on va encore une fois jouer sur la prévention pour éviter les problèmes. Attention à l'hivernage sur du sucre ou du miela. En fait, si vous avez un sucre très riche type sucre de canne, si vous avez beaucoup de sucre en hivernage, si vous avez du miela, si elles hivernent beaucoup sur du miela, ça peut créer des problèmes digestifs et donc des problèmes de nosémose. Ça, on le sait, c'est avéré. Attention toujours aux carences en protéines, hein, ça c'est toujours pareil, c'est pareil pour toutes les maladies. Les toxiques environnementaux qui peuvent aussi déséquilibrer l'intestin de l'abeille, hein, tout simplement. Le travail sur la génétique, vous allez avoir des génétiques plus nosémoses que d'autres. Et puis voilà, de la prophylaxie, c'est-à-dire toujours pareil, hein, on fait attention quand on bouge des cadres, etc. Ça c'est pour les nosémoses, d'accord? Sachant que vous saurez plus facilement détecter la Nosema apis avec sa diarrhée que la Nosema ceranae qu'on a du mal à détecter. Il y a un test aussi qui existe si vous voulez être sûr. Alors c'est très utile surtout pour Nosema ceranae quand on a du mal à le détecter. Si vous avez un doute, des abeilles qui bougent pas bien, une ruche qui va pas bien, vous pouvez vous procurer un test, ça doit coûter dans les 20 €, il me semble. Donc ces tests existent et on peut tester la colonie pour savoir si elle l'a ou pas. Voilà pour les nosémoses. Alors je vous parle de ce virus, la maladie noire maintenant. Alors c'est un virus celui-là, je ne vais pas vous parler de tous les virus parce que de toute façon on a du mal à tous les connaître et à les détecter. Celui-là il est assez facilement détectable, donc je vous le donne, comme ça si vous l'avez vous saurez un peu de ce que vous avez dans la ruche. C'est ce qu'on appelle la maladie noire, on appelle ça aussi le mal de mai, parce que ça arrive plutôt au printemps. Et c'est une paralysie chronique qui est due à un virus qui est le CBPV. C'est un des virus transmis par varroa. Il y en a plusieurs, on verra après, mais c'est un des virus. Les symptômes, c'est des abeilles, vous voyez sur la photo que vous avez à l'écran, il y a une abeille à gauche qui est normale, on va dire, qui est en bonne santé, puis vous avez une abeille bien attaquée par la maladie noire à côté, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la maladie noire. Elle a un petit peu sa cuticule qui noircit, voilà, et on voit qu'elle est pas bien, elle a les ailes un peu en vrac, quoi. Enfin voilà, on voit que c'est un des symptômes. Donc ces abeilles, elles sont tremblantes, elles sont désorientées, la colonie va forcément être peu active puisqu'elle a un virus qui a pris le pas sur elle, et puis on a de l'abeille morte, potentiellement noire, à l'entrée de la ruche puisqu'elles vont dégager les mortes si elles en ont encore la force, hein. Quand c'est trop avancé, c'est dans la ruche que ça se passe, tout ça. Alors en traitement, on n'a pas grand chose. Pareil, ça va être un déplacement de la colonie. Parce qu'en fait, cette maladie noire, elle agit
soit en synergie avec des toxiques, ou alors il y a des symptômes qui sont assez proches d'une intoxication, donc dans le doute, on peut la déplacer. Alors si on la déplace, évidemment, on la déplace à l'écart des autres, parce qu'on n'a pas envie qu'elle transmette le virus, hein. Mais comme ça peut aussi être synonyme d'intoxication, eh ben, ça peut éviter que ça se développe. Évidemment, si la colonie est trop infectée, bah, destruction des infections, ça c'est vrai pour toutes les maladies, mais on va essayer d'intervenir avant que ça se développe évidemment. Puis renouvellement de la reine si elle est sensible, etc. En prévention, je vous ai mis attention aux carences de protéines, toujours, du pollen, du pollen, du pollen, en varié et si possible toujours toute l'année. Attention aux toxiques environnementaux, bah, c'est parce qu'on peut confondre ça avec des intoxications, ça peut aussi être en synergie, donc attention. Les pratiques apicoles, évidemment. Le travail génétique, bah, c'est le renouvellement de la reine dont je vous ai parlé. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. Ce que j'aurais pu ajouter, c'est, mais c'est vrai pour tous les virus, et on va le voir juste après, c'est attention au varroa, puisque c'est le varroa qui transmet ces virus. En jouant sur varroa, on va éviter que les virus se développent. J'en viens justement aux autres virus, c'est-à-dire tous les virus transmis par le varroa. Ils sont quasiment tous transmis par varroa, les virus. Il y en a plus d'une vingtaine. Hein. Le DWV que je vous ai mis en premier, on le retient parce qu'il y a un symptôme qu'on connaît, c'est les ailes déformées, c'est les fameuses ailes déformées. Vous voyez cette nymphe de mâle là, qui était quasiment arrivée à maturité à l'écran, elle n'a pas d'ailes, les ailes sont atrophiées. Ça, vous pouvez l'avoir sur des abeilles adultes aussi. Quand vous commencez à avoir des ailes atrophiées, c'est que varroa est quand même bien là et qu'il a eu le temps de transmettre ce virus aux abeilles, d'accord? Mais il y en a plein d'autres, il y en a une vingtaine. Ils sont dans toutes les colonies potentiellement, parce que comme ils sont transmis par varroa et que dans toutes les colonies vous avez du varroa, potentiellement vous pouvez avoir tout ça sur chaque colonie que vous avez, quoi, d'accord? Forcément, une colonie un peu faible, elle va être plus sensible, ça c'est obligatoire. Alors les symptômes. Le problème, c'est qu'on a peu de symptômes caractéristiques de chaque virus, d'accord? Ça existe, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, la colonie va être faible, d'accord? Une colonie affaiblie. Du couvain qui commence à mourir, commence à être déménagé par les abeilles, qui commence à devenir mosaïque. Les ailes atrophiées, évidemment. Paralysie, tremblement des abeilles, un comportement en lenteur, quoi, hein, on sent qu'elle va pas bien. Bon, ça va être des symptômes spécifiques des virus. Le traitement, bah en fait le traitement il est lié au traitement varroa, parce qu'on ne sait pas traiter les virus de l'abeille, donc on va traiter la cause qui est le varroa. Et donc en gérant le varroa, d'une façon ou d'une autre, soit avec des traitements, soit avec des méthodes, d'autres méthodes, mais en tout cas en gérant le varroa, on peut arriver à limiter les virus dans la ruche. Donc la prévention, ça va être attention à l'infestation varroa, attention aux carences en protéines, ça c'est toujours vrai, attention aux toxiques environnementaux, évidemment si vous avez des toxiques dans la ruche, ça aide pas, et puis les pratiques apicoles, on essaye de ne pas passer le varroa d'une ruche à l'autre, et le travail génétique, parce qu'encore une fois, il y a des abeilles qui se défendent mieux de varroa que d'autres, et donc qui vont moins développer les virus. Voilà, alors j'ai fini pour les maladies du couvain, c'est un gros chapitre et je pense que c'est celui qui vous servira le plus. N'hésitez pas à les réviser dans les chapitres en prenant chaque chapitre. Hein. C'est un peu lourd, c'est un peu... Voilà. N'hésitez pas à y revenir si vous avez un doute sur une ruche, d'accord? N'hésitez pas à creuser aussi sur ces thèmes-là. Je vais finir avec une petite partie sur les parasites et les intoxications. Ça va être très court, mais juste comme ça existe, je voulais aussi en parler pour que ce soit un peu plus exhaustif ma petite présentation. On a évidemment le frelon asiatique, celui-là on le connaît, hein, dans la presse il est toujours présent. Son vrai nom c'est Vespa velutina nigritorax, donc frelon à pattes jaunes aussi on l'appelle. En bas de l'écran vous avez le gros frelon à droite qui est le frelon de chez nous, hein, le frelon crabeau. Et à gauche, celui qui est un peu plus petit, là, c'est notre fameux frelon asiatique. Un peu plus petit, il est l'abdomen tout noir, les pattes arrière orange, donc c'est comme ça qu'on le reconnaît, d'accord? Ce que vous voyez, c'est un nid primaire aussi en photo, là, c'est-à-dire que là, on a une reine qui est en train de se faire son petit nid primaire, et puis son petit nid primaire, elle va avoir les premières ouvrières, et après, soit elle fait un nid autour de ce nid primaire, soit si ça manque de place ou si l'emplacement ne convient pas, elle va aller faire un plus gros nid ailleurs. Souvent aérien, hein, ça va être dans les haies, dans les arbres, etc. Alors, ce prédateur de l'abeille, en fait, il est d'origine asiatique, comme son nom l'indique. Il a été introduit au début des années 2000 en France, théoriquement à Bordeaux, dans des poteries apparemment.
Et il s'est très bien adapté au climat, donc il s'est développé quasiment sur tout notre territoire, et puis il commence même à être en Allemagne, en Belgique, etc. Il se nourrit de sucre pour les adultes, donc le miel peut l'intéresser. Et puis il va se nourrir de protéines aussi, et c'est là où il est problématique pour les abeilles, c'est-à-dire qu'il va essayer de choper des abeilles, il va découper l'abdomen, il va découper la tête, il va garder le thorax qui est très protéiné, il va aller nourrir son couvain avec ça. Donc il nourrit ses petits avec des thorax d'abeilles. Ce qui explique que vous pourrez retrouver des fois au fond d'une ruche qui a été dévastée par des frelons, juste des abdomens et des têtes et pas de thorax d'abeilles. Bah ça c'est parce que c'est typique du frelon, il s'est servi dans ce qui l'intéressait, il a laissé le reste sur place. Voilà. Alors le problème que ça pose, c'est que il fait de la prédation au trou de vol, donc il se met au trou de vol. On a des abeilles qui sont stressées, qui hésitent à sortir. Ça va souvent être à l'automne, au moment où il y a des réserves à faire pour l'hiver sur le lierre par exemple. Et donc c'est des abeilles qui vont mal hiverner parce que déjà elles sont très stressées. Et puis en plus, elles vont pas faire les réserves dont elles auraient besoin pour l'hiver. Donc on va se retrouver avec un double problème comme ça. Et puis en plus ils prélèvent des individus, donc ça peut potentiellement poser problème à la colonie. Donc c'est un stress, c'est de la perte d'activité, donc pas de mielé à l'automne. Et puis il va carrément aller rentrer dans les ruches et détruire les ruches faibles s'il peut se permettre de rentrer, quoi. Bon. Les solutions possibles, il n'y en a pas énormément. On ne connaît pas beaucoup de remèdes miracles contre le frelon. La réduction des entrées, le frelon il est plus gros que l'abeille, donc à l'automne, quand les mâles ne sont plus dans les ruches, vous pouvez mettre des entrées plus petites, ce qui fait que le frelon n'arrivera pas à rentrer dans la ruche. Ce qui l'empêchera pas de prédater à l'entrée, mais bon, en tout cas, ça limite le problème. Hiverner des colonies fortes. En fait, le frelon va s'attaquer aux faibles en priorité, il peut aller se servir comme il veut. Par contre, les colonies fortes, il va avoir plus de mal à les embêter, donc ça peut être intéressant d'hiverner en colonies très fortes, très grosses, sur 8-10 cadres, pour éviter que le frelon s'y attaque. Et puis bah, le piégeage, il y a deux piégeages qui existent. Alors le piégeage de printemps où on essaye de piéger les reines frelons. Et moi je concentrerai plutôt mes efforts sur le piégeage d'automne dans les ruchers. Parce que bon, moi ce frelon il me dérange pas outre mesure, mais j'aime pas qu'il vienne sur mes ruches. Donc je piège quand j'en vois un peu trop devant mes ruches. Si vous avez un ou deux frelons dans le rucher, c'est pas très grave. Par contre, quand vous commencez à avoir une trentaine, une cinquantaine de frelons devant les ruches, là, ça va vraiment poser des problèmes. Et dans ce cas-là, moi je piège, je mets un piège sélectif et puis je chope les frelons, quoi. Voilà pour le frelon asiatique, j'ai pas plus à vous dire dessus. Je connais pas forcément plus le sujet que ce que je viens de vous dire, donc je suis pas le mieux placé, mais vous savez que ça existe et vous avez 2-3 pistes pour vous en prémunir. Alors, Athina tumida, on ne l'a pas en France pour l'instant, donc on s'en inquiète pas, mais je vous dis qu'il existe parce que avec les importations, il y a déjà eu plusieurs tentatives d'entrée chez nous et ça va sans doute arriver un jour malheureusement. Ce Athina tumida, on l'appelle le petit coléoptère des ruches, c'est un tout petit coléoptère de quelques millimètres, hein. Il n'est pas très gros, alors stressez pas si vous voyez quelque chose qui ressemble, il y a beaucoup de petits coléoptères qui ressemblent à ce Athina tumida, donc ne stressez pas dès que vous voyez un coléoptère dans vos ruches, c'est pas forcément ça. Alors c'est un danger sanitaire de première catégorie, alors, encore une fois ce classement a été revu par l'Europe, donc il n'est pas forcément... ça restera pas forcément comme ça, mais en tout cas, déclaration conseillée obligatoire, selon les États membres, selon ce qu'ils décident, mais en gros... appelez votre veto, appelez votre GDSA si vous trouvez ça dans vos ruches, si vous avez un doute, d'accord? Donc, c'est qui ce petit coléoptère des ruches? C'est un petit coléoptère qui est originaire d'Afrique subsaharienne. L'abeille africaine vit très bien avec, elle est habituée, un peu plus agressive peut-être, un peu plus grosse, elle s'en défend bien, mais nous, forcément, notre abeille, comme elle ne le connaît pas, elle n'a pas eu le temps de s'adapter, donc elle est très sensible. Il a déjà été introduit au Portugal en 2004, apparemment avec une éradication totale à cette époque-là. Et très récemment, en 2014, il est arrivé en Italie, donc en Calabre. Et a priori, il serait en passe de redisparaître, ils auraient éradiqué le problème, mais on est vraiment sûr de rien. Et il y a beaucoup de passages de reine entre le sud de l'Italie et la France. Donc, potentiellement, il peut peut-être déjà être en France. Voilà, ça on ne sait pas, mais attention au commerce de rennes. Hein. Ça c'est... Commerce d'essaim, commerce de rennes, c'est un peu le meilleur moyen de se repasser des saletés comme ça. Alors, le problème qu'il pose, il pond des milliers d'œufs. Si vous trouvez un lot d'œufs, ils sont groupés, où il met un millier d'œufs comme ça, piqués debout, ça fait un peu comme du salpêtre. C'est typique d'Athina tumida. Il va pondre comme ça des lots d'œufs.
Et puis ces œufs, ils vont donner des larves d'1 cm, c'est les larves que vous voyez à l'écran à droite, là, qui ne sont pas jolies du tout dans le miel, là. Et ces larves, elles sont extrêmement gourmandes, et elles sont surtout extrêmement nombreuses. Donc en fait, ces larves, ça ressemble à de la teigne, hein. Ne vous faites pas de frayeur si vous voyez une ou deux larves qui ressemblent à ça, c'est pas ça, c'est de la teigne. Là, vous verrez, si c'est Athena tumida, vous verrez vraiment des centaines de larves au même endroit, hein. Ces centaines de larves, ils vont manger le couvain, manger la cire, manger le miel, manger tout, clairement, et donc ils vont détruire la colonie assez rapidement s'ils sont nombreux. Les individus adultes, ils font la même chose, et en plus, ils attaquent les abeilles, parce que forcément, ça se bagarre là-dedans, quoi. Donc ça détruit les rayons, ça fermente en plus après, c'est vraiment hygiéniquement, c'est pas possible, quoi. Et puis évidemment, c'est comme le varroa, ça vous transmet des virus et des bactéries dans la ruche, donc c'est un vecteur de maladie. Voilà, à terme, je vous ai mis la mort de la colonie, parce que si on laisse filer ça, c'est sûr et certain que votre colonie, elle va être détruite. Alors les solutions possibles. Destruction des colonies, actuellement on sait faire que ça, c'est-à-dire que si Athena tumida est présent chez vous, on va détruire les colonies, il y aura sans doute une indemnité de mise en place, mais en tout cas le but c'est de l'éliminer, quoi. Traitement au sol, parce que les larves elles peuvent tomber de la ruche, se remettre dans le sol et puis repartir sur un cycle, donc on désinfecte vraiment tous les abords du rucher, quoi, hein, voilà. Mais ça c'est pas forcément vous qui le ferez, il y a des services vétos qui savent faire ça. Voilà, et évidemment, je vous ai mis surveillance accrue, comme il n'est pas encore chez nous, on surveille, on fait attention, si on a ce genre d'indice, on n'hésite pas à appeler un vétérinaire. Voilà. Voilà pour Athena tumida. Je finis sur les intoxications que j'ai divisées en deux parties, les intoxications aiguës et les intoxications chroniques. C'est deux choses différentes, ça a tous pour origine les pesticides, mais ça ne se présente pas vraiment pareil. Une intoxication aiguë, c'est souvent une origine agricole ou industrielle dans certains cas, ça peut arriver. J'ai précisé que ça peut être une malveillance entre particuliers, parce que si votre voisin met un coup de bégon sur toutes vos ruches pour se venger de je ne sais quoi, ça peut vous donner ce résultat, donc je vous l'ai précisé, et heureusement ça n'arrive quasiment jamais. Bon, voilà comment ça se présente, la photo elle est très claire, hein, c'est des tas d'abeilles mortes dans la ruche et devant la ruche. Bon, ça c'est typique d'une intoxication, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez avoir ce symptôme en cas de famine. S'il n'y a plus rien à manger dans la ruche, c'est une famine. S'il y a à manger dans la ruche et que vous avez ce type de symptômes, il n'y a aucun doute, c'est une intoxication. Hein, là, c'est clairement identifiable. Alors, l'intoxication aiguë comme ça, avec toutes les abeilles qui tombent au fond de la ruche ou devant la ruche, c'est quelque chose que vous aurez théoriquement assez rarement aujourd'hui, parce que les pratiques agricoles ont évolué, les pesticides ne se mettent pas plus vraiment tous en pulvérisation, et puis la législation a évolué, les pulvérisations en fleurs, on en a quand même beaucoup moins. Donc, théoriquement, c'est quelque chose qui vous arrivera rarement, et c'est tout ce que je vous souhaite, mais je vous le précise parce que ça existe quand même encore. Alors, problème posé, c'est une atteinte du système nerveux de l'abeille, mais qui est à une dose telle que la mortalité est instantanée. Le produit, il est présent en grande quantité, et donc c'est la mort immédiate. On a des tas d'abeilles mortes comme on voit devant la ruche, et puis dans la ruche aussi. Voilà, ça c'est les problèmes que vous avez. Alors les solutions, elles sont évidemment uniquement préventives. Une fois que vous avez ça dans la ruche, bah, que faire? Tout le monde est mort, tout le monde est mort. Donc il faut faire attention, on place nos ruchers pas trop près d'une parcelle si elle est utilisée de manière trop intensive. Et puis connaissance des pratiques locales, peut-être on peut discuter avec les agriculteurs pour savoir comment ils travaillent, hein, sans les agresser, on n'est pas là pour ça, mais voilà, savoir comment chacun travaille. Et puis si ça entame une discussion, ça peut aussi être bénéfique pour tout le monde. Donc ne pas hésiter à aller parler aux gens, hein, ça peut être intéressant. Alors l'autre type d'intoxication, c'est les intoxications chroniques. Alors c'est un peu plus compliqué ça, et vous n'avez pas vraiment de preuves ou de détails qui va vous orienter là-dessus. C'est plus quelque chose qui est toujours présent, mais que vous n'allez pas forcément voir. Parce que les mortalités, elles sont décalées. C'est-à-dire que le pesticide, il arrive petit à petit dans la ruche, il est très toxique, c'est les fameux néonicotinoïdes, hein. Mais je parlerai plutôt de semences enrobées ou de systémiques, parce qu'il y a d'autres familles qui arrivent là sur le marché et qui sont plus des néonicotinoïdes, mais qui sont autant problématiques, voire peut-être plus. Et ceux-là, ils vont agir de la même façon. Donc c'est des très petites doses. C'est un affaiblissement chronique de la colonie d'abeilles, parce qu'elle en mange comme ça tout le temps, mais à des petites doses. Et puis la mort finale, elle n'est pas forcément causée par le pesticide principalement, mais ça va favoriser des synergies, et du coup le varroa il va prendre un peu plus sa place, les maladies vont un peu plus se développer, et puis ça va créer comme ça un affaiblissement qui va finir par une mort par varroa par exemple.
Mais on sait que les intoxications chroniques ont un rôle là-dedans. Hein. Ça a été étudié par l'INRAE et on le sait aujourd'hui. Bien souvent ça se passe en perte hivernale, alors ça ne veut pas dire que toutes vos pertes hivernales sont dues aux intoxications, mais c'est un élément qui joue, quoi. Le problème que ça pose, c'est toujours pareil, c'est l'atteinte du système nerveux de l'abeille. Alors, on peut le voir s'il y a des tremblements, des convulsions des abeilles, etc., mais on ne le voit pas forcément, parce que ça peut être à dose infime, d'accord, qui s'accumule. C'est indécelable sans analyse. Si vous faites analyser votre cire, vos individus abeilles, et que vous avez un peu de sous, et que vous pouvez faire déceler beaucoup de pesticides, les études qui ont été faites là-dessus, vous en trouvez au moins 27, et vous en trouverez peut-être presque 300, d'accord? Toutes ces molécules-là, elles sont dans votre ruche. Donc, vous ne le savez pas, ça se voit pas forcément, seulement ça joue sur la santé de votre abeille. Quand vous avez 300 molécules différentes dans une ruche, forcément, avec les effets de synergie des produits, voilà, si on ajoute les traitements varrois, qui sont aussi parfois des insecticides, tout ça mis bout à bout, c'est un petit peu compliqué. Alors les effets de synergie, je viens d'en parler, hein, ces pesticides, traitements, les parasites aussi qui se collent là-dessus, donc voilà, tout ça, ça pose problème. Et c'est des pertes qu'on va appeler pertes inexpliquées, où on sait que ça peut jouer, mais c'est peut-être autre chose qu'à jouer, enfin voilà, c'est très très compliqué, même si vous êtes au taquet du sanitaire, ça va être quand même très difficile à déceler. Et puis ça peut être des mauvaises reines aussi, parce qu'on sait que ces intoxications chroniques, elles touchent le sperme des mâles, donc potentiellement des reines qui ont moins de spermathèque, moins de sperme dans la spermathèque, donc potentiellement des reines qui deviennent bourdonneuses plus vite, qui sont mauvaises plus vite, etc. etc. Alors les solutions possibles, j'en ai pas beaucoup à vous proposer malheureusement. Préventives uniquement, on a du mal à faire autrement. Déplacer les ruchers si vous avez des problèmes chroniques comme ça, on déplace le rucher. Connaître les pratiques locales des agriculteurs, aller leur parler, aller discuter, savoir comment ils travaillent, et puis le suivi des parasites, parce qu'en fait les pesticides, vous n'allez pas pouvoir contrôler les 2600 hectares sur lesquels vos colonies butinent, par contre vous pouvez contrôler les parasites, et donc c'est là qu'il faut agir, quoi. On va essayer de jouer sur nous on peut jouer là-dessus, allons-y, jouons là-dessus, quoi. Voilà. Je voulais vous faire quand même une dernière diapo sur les synergies entre tous ces pathogènes. Je vous ai fait une petite ruche là au milieu de l'écran. Cette ruche, elle a plein d'agressions perpétuellement. On a les parasites, les pesticides, les traitements varrois qu'on fait qui sont aussi des insecticides parfois, les virus, les bactéries, l'alimentation, l'apiculteur qui peut faire des bêtises. Voilà. Et nos colonies d'abeilles, elles doivent gérer tout ça en même temps. Et évidemment, il y a des synergies entre tout ça, ce qui peut provoquer des écroulements de population et compagnie, et voilà, et ça on aura malheureusement du mal à l'éviter, et il faut vraiment être au taquet. Voilà, alors c'était le chapitre le plus lourd, je vous rassure. C'est un chapitre un peu gros, un peu difficile peut-être à avaler, mais c'est important de connaître les maladies, d'essayer de savoir les déceler. Alors j'ai évidemment pas été exhaustif, vous trouverez plein d'autres choses sur les réseaux, sur de la documentation, mais je voulais vous faire le tour parce que je trouve que c'est important de savoir tout ça, et de savoir un minimum déceler les maladies, avoir des pistes, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai aidé pour ça, et on se retrouve bientôt pour la section sur le varroa que je vais vous faire très bientôt. Voilà, merci, à bientôt.